Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Visite en Italie du président congolais Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre centrée sur l'économie permettra de renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines. Depuis le 20 février, le Cameroun fait partie des pays qui ont adopté la finance islamique. Afriland First Bank, plus grand groupe financier camerounais, a ouvert sa première agence spécialisée avec le concours de la Société islamique pour le développement du secteur privé. La Chambre des femmes entrepreneuses du Rwanda compte près de 2000 membres. Aujourd'hui, elle bénéficie de conseils pour rentabiliser ou amorcer le démarrage d'une activité professionnelle. Exemple de la localité de Niagatare à suivre dans ce journal. Renforcement des relations bilatérales entre le Congo et l'Italie. Le président Denis Sassou Nguesso est en visite de travail à Rome, en Italie, depuis le 25 février. Le programme de la visite montre clairement que les deux pays ont choisi de conforter une coopération économique. Les précisions avec notre envoyé spécial en Italie, Paul de Singui. La visite de travail du président congolais en Italie est bien sûr politique, mais surtout économique. Les deux pays souhaitent renforcer leur coopération économique et commerciale entre Brazzaville et Rome. C'est dans cette optique que le président Denis Sassou Nguesso a rencontré ce jeudi le président italien Sergio Mattarella et le président du Conseil italien Matteo Renzi. Nous sommes en visite en Italie à l'invitation du président du Conseil. Nous venons d'avoir des entretiens fructueux avec le président de la République et le président du Conseil. Nous avons, avec le président du Conseil, réaffirmé notre volonté de développer l'activité économique entre nos pays et aller le plus loin possible dans les autres secteurs. Au total, 6 accords de partenariat ont été signés entre le Congo et l'Italie. Ces accords devraient permettre au Congo de bénéficier de l'expertise italienne dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des infrastructures et de la construction des logements sociaux. Ces accords permettent également au groupe italien Eni d'exploiter un nouveau champ pétrolier et d'aider le pays à produire plus d'électricité. Nous avons signé avec l'Eni un accord pour donner plus grande capacité à l'unité de production de l'électricité que nous avons en commun, l'ENI et l'État, à Pointe-Noire. Et nous voulons passer de 300 MW que nous produisons maintenant à 450 MW à partir du gaz. L'Italie et le Congo entretiennent des liens économiques depuis 1968. La visite de travail du président Denis Sassou Nguesso à Rome intervient seulement 7 mois après celle du Premier ministre Matteo Renzi à Brazzaville. C'est peut-être là le signe que les deux pays souhaitent aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre des projets issus de cette nouvelle coopération. Dans le reste de l'actualité, l'Algérie souhaite mener à bien l'accord de paix du conflit au Nord Mali. Les négociations d'Alger se poursuivent depuis juillet 2014. La médiation algérienne continue les tractations pour un accord avec la mise en œuvre d'un dernier et ultime texte. Ce vendredi 27 février, les groupes armés du Nord et les autorités de Bamako remettront leurs observations au médiateur. Le groupe bancaire Afriland First Bank se lance dans la finance islamique au Cameroun, pays où environ 20% de la population totale est de confession musulmane. Il proposera une large palette de produits financiers respectueux de la charia. Les actifs cumulés de ce financement dépassent les 1000 milliards de dollars dans le monde. Une aubaine donc pour ce pionnier d'Afrique centrale, Ibrahim Ndiaye. C'est une grande première au Cameroun. Afriland First Bank a ouvert une agence dédiée à la finance islamique à Yaoundé, une première dans le pays et en Afrique centrale. La société envisage même d'étendre le réseau au reste du pays. Une stratégie qui peut contribuer à la démocratisation de la microfinance et à l'accès du crédit auprès d'une bonne partie de la population exclue du système bancaire traditionnel. Nous tablons sur 2 milliards de francs CFA de crédit et la collecte de 3 milliards de francs CFA à travers les comptes chèques islamiques durant la première année. Aujourd'hui, dans le monde, la finance islamique représente près de 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec un potentiel de croissance de 25%. Le Cameroun compte de nombreux fidèles musulmans qui pourraient s'intéresser aux offres d'Afriland First Bank. La proportion de fidèles musulmans dans un certain nombre de pays d'Afrique, dont le Cameroun,
fait en sorte que la finance islamique devient l'un des moyens qu'il faut étudier et qu'il faut proposer non seulement à la population et aux entreprises. La finance islamique est ce qu'on qualifiait il y a quelques années de finance éthique, avec des principes relativement simples, notamment sur le fait qu'il ne doit pas avoir de principe d'intérêt dans les crédits qui sont accordés aux particuliers ou aux entreprises. En ce sens, pour ceux qui sont adeptes de religions telles que l'islam, la finance islamique constitue le maillon financier dans lequel ils se reconnaissent le plus, et c'est donc naturellement qu'il faut fournir des offres dans des pays où il y a une forte concentration de musulmans tels que le Cameroun. Relever le taux de bancarisation, c'est l'un des défis auxquels doivent faire face les acteurs du monde financier aujourd'hui en Afrique. De nombreux obstacles freinent l'accès de la population aux services bancaires dans plusieurs régions du continent. Toutefois, même si le marché est prometteur, il doit relever certains défis pour assurer son expansion. Il faut bien intégrer que la finance islamique s'inscrit dans un processus. Le Cameroun rentre à peine, donc il faudra déjà mesurer les effets à partir de cette agence TED qui a été ouverte par Afriland First Bank pour voir si ça peut être étendu à plus grande échelle. Aujourd'hui, on ne sait pas dire quel en sera l'impact sur le taux de bancarisation. Par contre, on sait que ça va séduire un certain nombre de personnes et en fonction de cela, on saura faire une étude d'impact et voir s'il faut étendre le système à l'ensemble du système financier camerounais. Le développement de la finance islamique représente une opportunité. Le total de ses actifs est estimé entre 1300 et 1800 milliards de dollars et pourrait atteindre 2800 milliards de dollars en 2020. En Afrique, le marché de la finance islamique estimé à 235 milliards de dollars est en pleine expansion. Nouveau code de travail en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de lutter contre la précarité de l'emploi, à promouvoir la liberté syndicale et l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Le dernier code de 1995 était notamment axé sur la compétitivité et les droits des entreprises. Le point avec Birama Saounera. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté mercredi un projet de loi portant code du travail. Objectif, adapter le code du travail aux réalités du moment. Les innovations apportées devraient renforcer les droits fondamentaux des travailleurs. Ce nouveau code de travail vise à lutter contre la précarité de l'emploi, à promouvoir la liberté syndicale et à prévoir la gestion de la validation des diplômes par des stages écoles. C'est la promotion de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap et l'instauration d'un service minimum en cas de grève. Ce nouveau code du travail viendra en remplacement de la loi numéro 95 du 12 janvier 1995. 20 ans après, tous les travailleurs sont unanimes. Les objectifs n'ont pas été atteints. Une situation qui a conduit le gouvernement à adopter une autre loi. Aujourd'hui, les syndicalistes accueillent avec satisfaction cette nouvelle décision du gouvernement ivoirien. Nous, plus que jamais, on soutient cette initiative. Maintenant, tout est de prendre des lois, mais à l'exécution, ça pose problème. Et c'est le problème de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. Moi, mon problème, ce n'est pas les textes en eux-mêmes, c'est l'exécution. Ce nouveau texte sera prochainement devant les députés en vue d'une validation. Considéré comme étant plus adapté aux conditions du marché actuel, le nouveau code sera après validation en vigueur dans le prochain mois. L'autonomisation de la femme au Rwanda est au cœur des préoccupations de la localité de Nyagatare au Rwanda. Elles sont plusieurs milliers à tenter l'aventure de l'entrepreneuriat pour subvenir à leurs besoins. Un challenge accompagné par la Chambre des femmes entrepreneuses du Rwanda, comme nous le montre ce reportage de Liba Diakotan, notre correspondant à Kigali. L'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat, c'est l'ambition de la Chambre des femmes entrepreneuses du Rwanda. Elles sont plusieurs milliers à bénéficier depuis 2010 des conseils pratiques pour rentabiliser ou démarrer une activité génératrice de revenus. Nous sommes ici à l'est du Rwanda, précisément à Nyagatare, à environ 180 km de Kigali. Plusieurs femmes de cette localité connaissent aujourd'hui une vie meilleure grâce à ce programme. J'avais beaucoup du mal autrefois à m'en sortir car n'ayant pas les moyens et j'avais 6 enfants sous la main plus un mari invalide. J'ai failli tout abandonner mais grâce surtout à ce programme, j'ai investi peu à peu dans la vente du sorgho. Aujourd'hui, ma situation est bien meilleure et je suis très contente. J'ai commencé mon business de couture avec 30 000 francs rwandais et le programme de l'ONG Care International Rwanda qui consiste à nous donner des astuces pour pérenniser nos affaires m'a permis d'agrandir considérablement mon entreprise. Je rentabilise parfaitement mes affaires car je peux estimer cela à 5 millions aujourd'hui.
Divers partenaires œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie des femmes interviennent dans le secteur de l'entrepreneuriat au Rwanda. C'est le cas de CARE International Rwanda. Cette organisation opère dans 24 districts et a suscité chez 80% de femmes l'esprit d'entrepreneuriat. Cependant, les défis liés au financement persistent toujours. Le problème de l'accessibilité des fonds pour ces femmes entrepreneurs reste une préoccupation majeure. Notre organisation travaille actuellement de concert avec le gouvernement et surtout les institutions financières pour une solution adéquate à cette problématique. La Chambre des femmes entrepreneuses du Rwanda compte près de 2000 membres. La plupart des femmes rurales sont plus actives dans le secteur agricole et restent un maillon essentiel de la transformation économique du pays. Le musée royal de Fumban au Cameroun est un havre culturel chargé d'histoire. Il y siège près de 7 siècles de souvenirs du royaume Bamoun. Son histoire est racontée par les objets ayant appartenu aux ancêtres de la famille Ndjoya. Notre correspondant au Cameroun, Narcisse Ndoumbe, nous ouvre les portes de ce lieu créé en 1922. Logé dans l'enceinte du palais des rois Bamoun à Fumban, à l'ouest du Cameroun, le musée royal de Fumban est l'un des hauts lieux du tourisme du pays. Créé en 1922 par Ibrahim Ndjoya, 17e roi de la dynastie au trône, ce musée bâti sur 3 niveaux raconte à travers ses milliers d'objets et reliques près de 7 siècles d'histoire de l'un des plus anciens royaumes d'Afrique noire. Aujourd'hui, ce musée vit. Et nous faisons des efforts pour rester dans la logique du roi Ndjoya qui, semble-t-il, créer plutôt une école d'enseignement de culture, de tradition de son peuple. Le musée, donc, reste dans cette logique. C'est un lieu par excellence où les élèves, les étudiants, les chercheurs du monde entier viennent faire leurs recherches. Afin de permettre une meilleure immersion de l'histoire du peuple Bamoun aux visiteurs, un nouveau musée au plan unique et original est en construction. Nous avons mis en valeur notre symbole en faisant en sorte que le musée soit composé par notre armoirie. Vous allez voir, il y a le serpent de 2 têtes, il y a l'araignée et il y a la double cloche. On est en plein chantier. Et dans ce musée, donc, nous allons mettre tout ce que nos ancêtres nous ont laissé comme patrimoine. Le patrimoine culturel du musée royal de Fumban compte environ 12 500 objets ayant appartenu aux rois qui se sont succédés sur le trône depuis 1394. Mais à peine un tiers de cette collection est actuellement exposé en attendant la fin des travaux du nouveau musée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.